Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. On est ensemble jusqu'à 20h30 pour parler de ce compte à rebours qui, ça y est, est lancé. Dans exactement un an, Paris accueillera ses premiers Jeux paralympiques 15 jours après avoir éteint la flamme olympique. Celle des Paralympiques s'allumera dans le ciel de la capitale française. Pour m'accompagner ce soir, un visage que vous connaissez puisqu'elle nous rend visite assez régulièrement. Paul Déroulède, bonsoir. Pauline. Joueuse. Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil. Et puis Samuel Guédari, coordinateur de la haute performance au sein de la Fédération française de handisport. Bonsoir à vous deux. Je le disais, ça y est, le compte à rebours il est lancé. Pour vous deux, personnellement, ça représente quoi justement ces Jeux paralympiques qui se profilent? Pour ma part, en tant qu'athlète, c'est une occasion unique de faire vibrer le public français et de ramener une médaille. En tout cas, c'est le projet et tout ça à la maison. Pour nous, c'est pareil, hein, c'est l'aboutissement pour de nombreux sportifs, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est aussi l'occasion d'apporter un coup de projecteur sur les Jeux paralympiques, sur les sportifs paralympiques. Et on l'a vu ces dernières années, les dernières Paralympiades ont été un tournant dans l'approche du parasport, dans les disciplines, le Brésil, la Chine, l'Angleterre. Charge à nous de convertir aussi cet essai-là de ce point de vue-là. Des sociétés et des regards qui peuvent aussi changer sur le handicap. La considération des sportifs, le regard sur le handicap, autant de barrières qui doivent tomber avec ces Jeux paralympiques. Et des personnalités qu'on va découvrir et qu'on vous fera découvrir évidemment tout au long de l'année. Alors les épreuves, elles vont se dérouler du 28 août au 8 septembre 2024 dans les mêmes installations quasiment que celles des JO. 4400 para-athlètes et un comité d'organisation qui veut se servir de cet événement pour faire évoluer la société et porter donc un autre regard sur le handicap. Regardez. Ils ont fièrement pris la pose devant la Tour Eiffel, déjà prêt à pile un an du grand événement. Les Jeux paralympiques de Paris, un défi personnel qui cache aussi un message collectif. Pour moi, les Jeux, c'est un objectif d'une vie. À la suite de l'accident dont j'ai été victime quand j'ai perdu ma jambe, je me suis dit que c'était pour moi le meilleur objectif de viser Paris 2024. C'est l'opportunité de faire accélérer certaines choses dans notre société, donc plus d'inclusion, plus d'accessibilité, parler des sports pour les personnes en situation de handicap. À l'instar des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques aura lieu hors d'un stade, place de la Concorde à Paris. Les 4400 para-athlètes y défileront le mercredi 28 août 2024. 11 jours de compétition sur des sites presque identiques à ceux des Jeux Olympiques, du Stade de France au Château de Versailles. Le basket fauteuil à Bercy, le cécifoot au pied de la Tour Eiffel, le tir à l'arc aux Invalides et au Grand Palais éphémère, para-judo et rugby fauteuil. Dans des endroits qui ne sont pas généralement des gymnases, et que là ça soit un gymnase dans des belles salles comme ça, quoi, le Grand Palais, quoi, ça va être juste génial, quoi. La billetterie des Jeux Paralympiques ouvrira le 9 octobre prochain sur le site officiel de Paris 2024. 2 800 000 billets sont en vente, de 15 à 70 euros. 500 000 billets à 15 euros dans tous les sports. Et c'est vraiment la découverte. Voilà. 549 compétitions, 4400 athlètes de plus de 180 pays. Donc ça va vraiment être le plus grand événement paralympique que la France ait jamais organisé. Les athlètes paralympiques espèrent un engouement populaire autour de leurs Jeux. Une deuxième manche pour parler du handicap, sans oublier la performance. Oh, c'est lié. Alors Pauline, on vous a reconnu dans le sujet. L'objectif de votre vie, ces Jeux de Paris, ça va être quoi très concrètement votre emploi du temps lors des 12 prochains mois? Ça commence dans peu de jours, fin de semaine à New York, je crois. Effectivement, je vais disputer mon deuxième US Open, donc un grand chelem. Donc c'est vraiment un sacre quand on est joueur de tennis de participer à un événement aussi majeur, qui est une répétition de plus pour Paris 2024. Et par la suite, ça sera d'autres compétitions sur le circuit plus classique. Nous, c'est vraiment une course contre la montre. Il faut être dans le top 28 mondial en juin 2024. Là, vous êtes ? Je suis 13e mondiale actuellement, donc voilà, il faut continuer, il faut se maintenir. Et moi, l'objectif, surtout, c'est de jouer toutes les filles du top 10 qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui jouent depuis des années. Et surtout de battre l'invaincue numéro 1 mondiale hollandaise, Diede de Groot, qui est une référence. Et je sais que pour avoir la médaille d'or l'année prochaine, il faut la battre, donc il faut l'affronter. Et chaque tournoi, donc, c'est des points que vous engrangez et vous vous rapprochez donc de ce billet qualificatif. Effectivement, quand on passe un tour dans un tournoi, donc par exemple en Grand Chelem, c'est des points conséquents, on monte
monte dans le classement progressivement, donc c'est comme ça que ça se fait. Et il faut, d'ici juin 2024, effectivement, être dans le top 28 mondial et, si possible, le plus près du top 10 pour être bien classé et faire partie des têtes de série. Samy, on imagine que Pauline, ça fait partie des athlètes sur lesquels vous avez un œil très attentif. Moi j'ai un œil très attentif sur tous les athlètes paralympiques. Hein. C'est vrai que ça fait depuis maintenant, depuis la fin de ma carrière en 2012, que je suis pleinement intéressé à l'ensemble des parasports. Pauline, c'est en plus un peu particulier parce que je l'avais croisée à la journée La Relève, portée par le CPSF, où elle avait été détectée. Et donc voilà, c'est toujours plaisant de voir des sportives ou sportifs s'engager pleinement dans un projet paralympique. C'est dur, elle l'a dit, c'est un projet de plusieurs années. On a eu tendance à croire que les parasports, ça se faisait en un claquement de doigts. Je pense que tous les supporters de cette équipe de France vont découvrir les performances des para-athlètes, vont découvrir les catégories, les types de handicap qui peuvent demain se projeter sur une carrière. Il y a de la pédagogie aussi à faire vis-à-vis de... Il y en a beaucoup, mais aussi bien vers le champ valide que vers les personnes en situation de handicap qui parfois elles-mêmes se brident ou s'interdisent de rêver grand, de rêver d'avenir paralympique ou de sport de haut niveau. Et après, vraiment, il y a les entraîneurs, parce que je reviens là-dessus, c'est très important. Les clubs, le club de proximité, Pauline, elle l'a connu, une coach qui croit en elle, qui s'engage auprès d'elle, qui l'entraîne comme une athlète. Vous avez une idée du pourcentage de clubs en France qui sont capables d'accompagner un parathlète? Un pourcentage, je ne l'aurais pas, parce que j'ai pas... 1,4%. Voilà. C'est encore trop peu. C'est certain qu'on doit faire des efforts sur les infrastructures et sur la communication aussi, parce que moi, je rencontre encore des jeunes valides et en situation de handicap qui ignorent qu'ils peuvent pratiquer tel sport, même en ayant un handicap, et c'est malheureux. Et voilà, bien sûr, nous, athlètes, on sert aussi de ça, de modèle, d'exemple pour dire que bien sûr que c'est possible, et ça peut même sauver parfois, j'en ai fait l'expérience. Donc il faut continuer à sensibiliser le plus grand nombre pour diffuser ce message positif sur le parasport. Alors Samy, coordinateur de la haute performance au sein de la fédération, votre rôle exactement c'est quoi? C'est aussi un accompagnement psychologique de ces athlètes-là? Alors non, moi j'ai plutôt un rôle stratégique, c'est-à-dire comment on va faire en sorte de jalonner le parcours d'un sportif à partir du moment où on l'identifie, où on le détecte, comment on le recrute, comment on lui offre des perspectives, c'est-à-dire les différents collectifs, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de stages, de compétitions, à quel moment on le sort en classification internationale, parce qu'on parlait de pédagogie. Nous, la classification, c'est un moment clé pour de nombreux sports. Savoir dans quelle classe je vais évoluer, ça peut déterminer une carrière. Donc, finalement, on doit les acculturer à ces aspects-là. Et après, comment on les entraîne mieux, quel choix de staff, quel choix d'environnement. Est-ce qu'on met de l'analyse vidéo? Est-ce qu'on met de la préparation mentale? Est-ce qu'on met un préparateur physique? Comment on va justement bâtir tout ça, bâtir des staffs robustes qui peuvent accompagner au mieux les sportifs vers leur projet de performance. Alors on va regarder un tableau, le bilan de la France lors des derniers Jeux paralympiques. On va remonter jusqu'à Pékin en 2008 où ça s'était plutôt très bien passé pour la France avec 12 médailles d'or classées au 12e rang. Et puis ça a stagné ensuite. Londres 16e, 13e 4 ans plus tard au Brésil, 14e à Tokyo. Le nombre de médailles d'or augmente légèrement. Ça progresse mais encore trop peu selon vous? Alors moi je pense que ça progresse, surtout là ce qui n'apparaît pas dans ce tableau-là, c'est aussi le bond en termes de quantité de médailles, parce que c'est vrai qu'on résume beaucoup les Jeux aux médailles d'or, et c'est normal, c'est le jeu, et en tout cas on l'accepte, et c'est même plutôt positif. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rio on fait 28 médailles, alors qu'à Tokyo on en fait 54. Donc le gap il est énorme, et c'est la preuve aussi que la France a été capable de se mettre en ordre de marche sur cette détection de talent, sur cette émergence de nouveaux talents, et donc c'est celle-là qu'il va falloir convertir aussi, les médailles d'argent, les médailles de bronze, puis des nouvelles médailles d'or avec des nouveaux qui émergent. Et je pense que c'est aussi ça, des Jeux réussis demain, c'est des médailles d'or, bien entendu, un classement de la France au plus haut. Notre ministère de tutelle nous a fixé un objectif au top 5. Et donc, top 5, est-ce que c'est envisageable ou pas? C'est réaliste? C'est trop tôt pour le dire, sincèrement. Là, on sort tout juste de la campagne des championnats du monde. On commence à prendre un petit peu le pouls. Et puis, il y a des stratégies en fonction des pays de ne pas sortir sur toutes les compétitions en amont des Jeux. Là, vous parlez des mondiaux de parathlétisme? Pas que. Il y a eu les mondiaux de cécifoot, les mondiaux de natation, les mondiaux on peut en parler des mondiaux de parathlétisme qui est organisé à Charletti début juillet. Ça a été une réussite populaire avec 100 000 personnes qui sont venues pendant les jours de compétition. En revanche, pardon, mais là, sur le plan sportif... Comptable. Le plan comptable, il n'y a pas de titre, il y a 4 médailles de bronze, la France 58e. Ouais, la France 58e, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir là, on sort des championnats du monde d'athlètes olympiques aussi.
54e la France avec 4 médailles de bronze. Il n'y a que 33 pays qui ont eu des médailles au championnat du monde olympique. C'est-à-dire que le nombre de pays qui s'engagent dans le champ paralympique grossit chaque année. Je pense que Pauline le vit avec des pays émergents qui sortent des athlètes tous les ans, très bien préparés, très bien structurés. Après, nous... On va dire qu'on voit toujours le verre à demi plein et étant un éternel optimiste, on avait une délégation de 28 athlètes avec 14 qui vivaient leur premier championnat du monde. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a eu un petit retard à l'allumage. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, peut-être tardivement. Le Covid n'a pas aidé non plus, parce que dans cette trajectoire qui allait vers Paris 2024, c'était un point important. Mais on devrait voir de belles choses dans un an. Et puis n'oublions pas, c'est aussi l'ensemble des disciplines qui vont être les dépositaires de ce résultat de la France. On aura des sports où on sera meilleur, des sports où on est en structuration, mais nul doute qu'on verra des belles performances des Français. C'est ce que vous remarquez vous aussi, Pauline, du coup, des athlètes mieux structurés et une plus grande homogénéité entre vous? Effectivement, c'est vrai que là, je voyais le tableau, il y a des nations aussi qui, en fonction de leur culture du handicap, justement, émergent beaucoup plus facilement avec des athlètes qui sortent. Là, moi, sur le circuit du tennis, il y a beaucoup de Chinoises qui commencent à venir, qu'on n'avait jamais vues et qui jouent hyper bien. Et voilà, la Chine, la Grande-Bretagne, la Hollande, c'est des nations très fortes qui prennent les jeunes très tôt, qui les mettent au sport très tôt, le parasport en tout cas. Et ça, c'est un point fort pour eux. Et c'est vrai que nous, en France, on a encore un petit peu de retard là-dessus et qu'il faut progresser. Mais ça, c'est un retard des collectivités publiques qui ne prennent pas le sujet à bras-le-corps comme il aurait fallu le faire. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le sport à l'école où le sport n'est pas assez présent dans les programmes. On en parle beaucoup en ce moment. C'est pas assez valorisé et moi, pour l'avoir vécu, je me sentais hors du système puisque j'excellais dans le sport, mais bon, le reste un peu moins. Mais c'est vrai que c'était pas du tout assez valorisé et je pense que moi, j'en ai souffert. Je pense qu'il y a d'autres jeunes qui en souffrent et il y a surtout une vraie demande de la part de beaucoup de jeunes qui aimeraient que le sport soit valorisé dès le plus jeune âge. Nous, on le voit, c'est-à-dire au niveau fédéral. L'apport des Jeux paralympiques de Paris, l'Agence nationale du sport a renforcé considérablement ses moyens sur les parasports et on l'a vu, la transformation finalement entre Rio et Tokyo, elle correspond aussi à une augmentation significative des moyens financiers et humains. Et donc cette considération nouvelle pour les sports paralympiques, pendant longtemps on était le sous-sport où moi mon rêve c'est de faire de l'olympique et je coach du paralympisme. Là on a aussi des entraîneurs qui s'intéressent au paralympisme, qui s'intéressent aux sportifs, aux performances. Et des entraîneurs valides. Alors en fait justement, un entraîneur c'est un entraîneur. Il coach la discipline, tout comme un club, c'est un club. Il décide de s'affilier à une fédération, à une autre. Et c'est ça aussi dans les mentalités, ce qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est-à-dire qu'on se doit d'offrir une équité des chances. Et donc un club de proximité, qui soit d'athlétisme, qui soit de tennis, qui soit de natation, finalement, quelle est la fédération qui permet à cet athlète de s'épanouir? Parfois, c'est la même fédération, parfois, c'est une autre fédération qui est délégataire. Moi, je suis entraîneur, je me dois d'offrir les mêmes possibilités, l'équité des chances. Moi, je pars du principe que ça part de là. Il faut réussir à changer les mentalités. Et après, il y a d'autres aspects. Pauline, je pense, elle est arrivée il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans sur le circuit. Elle profite d'un vrai engouement aussi des partenaires privés. J'allais en parler, justement, les partenaires privés qui vous aident, parce que pour le coup, ça vous permet de vous consacrer et de vous concentrer davantage à votre discipline. Totalement. Dans le parasport, plus que jamais, on vit grâce aux sponsors, aux partenaires privés, qui nous permettent de faire de nos sports, de notre vie. Sinon, on ne pourrait pas. Et c'est vrai que l'engouement de Paris 2024 a participé à ça. Moi, je suis arrivée au bon moment. J'ai eu le bon timing aussi de participer à un programme de détection, pour le coup, qui est la relève, qui m'a permis de me détecter et de me lancer dans cette aventure. Donc voilà, j'ai eu de la chance, mais c'était une question de timing et parfois on en manque. Alors, allez-y, Samy. Non, et juste, c'est vrai que sur la partie partenariat, elle est déterminante. Pauline le disait, pour gagner des points, il faut qu'elle fasse des tournois. Avant même de pouvoir en vivre, il faut déjà pouvoir mener à bien son projet. Parle même financer son projet de performance. En tennis de table, ils ont 40 tournois dans l'année pour se qualifier. Donc ça a un coût. En escrime, ils ont 8 Coupes du Monde. Et donc, il y a cette distorsion un petit peu, il y a beaucoup avec de des déplacements et puis la structure autour de l'athlète pour maximiser les performances, le préparateur physique, entre autres. Au cœur de la préparation et de l'organisation de ces Jeux paralympiques, il y a évidemment la question centrale de l'accessibilité. Tout d'abord en matière de transport, Paris qui a beau être l'une des villes les plus touristiques de la planète en matière d'accueil des personnes en situation de handicap, on est très très en retard aujourd'hui. Moins de 10% des stations de métro sont accessibles aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant.
Ah oui. C'est un constat, Triste constat. Ouais. Triste constat. Non, je pense que le constat, il est à la fois alarmant, parce que on ne peut pas se revendiquer une société moderne, ou en tout cas un pays développé, évolué, et en même temps être autant en retard sur la dimension du Attention à handicap. l'image qu'on va renvoyer au monde entier l'an prochain. On sera sous Oui, les et projecteurs. puis aussi, ça va plus loin. On est une population vieillissante. C'est-à-dire que quand on parle du handicap, nous, on est des ambassadeurs, on va dire, du handisport, mais il y a aussi le handicap lié à l'âge, le fait de perdre en mobilité, de perdre en motricité. Il y a aussi la question, à un moment, des parents. Quand on a un enfant en bas âge, comment je prends le métro, comment Ça concerne j'accède. tout le monde, finalement, Ouais, l'accessibilité. En fait, on a tendance à le réduire à une minorité, alors qu'en fait, ça va concerner chaque année des gens de plus en plus nombreux, ouais. et donc on se doit de prendre ce problème à bras-le-corps. Après, on a conscience que c'est pas simple. Franchement, il ne faut pas minimiser, c'est compliqué. Pour avoir eu l'occasion de travailler avec plusieurs établissements qui voulaient mettre aux normes, il y a les contraintes des bâtiments historiques, il y a les contraintes techniques à des moments, à certains endroits, les coûts aussi associés, mais c'est un choix de société. Avec des stations qui pourraient être fragilisées si effectivement on augmentait la taille des couloirs ou qu'on faisait des ascenseurs. Et alors, il y a la problématique des transports, mais il y a également celle des logements. Hein. Là encore, ce chiffre, il m'a surpris lorsque je l'ai lu. 350 000 supporters attendus donc, pour les Paralympiques. Ce n'est pas le chiffre qui m'a surpris, mais ce chiffre-là, la mairie de Paris qui estime que sur toute l'île de France, il y aurait environ 2900, seulement 2900 logements accessibles. Oui, et je pense que le challenge va être de taille, parce que qui dit Jeux paralympiques dit engouement du microcosme en situation de handicap, donc des anciens joueurs, des anciennes joueuses qui vont vouloir venir participer à cette fête-là. Et donc, c'est énormément de personnes en situation de handicap que l'on risque d'être demain confrontés à devoir loger, ou en tout cas à trouver des solutions pour leur permettre de vivre pleinement l'expérience paralympique. Et c'est vrai qu'il y a eu des gros efforts de fait avec tous les nouveaux logements qui ont maintenant un pourcentage de logements accessibles déterminant. Mais on voit que le compte n'est pas encore là, et qu'il nous reste encore un grand chemin à faire, et il nous reste qu'un an. Écoutez, moi je pense que c'est un beau défi. Samy l'a dit, c'est une vraie problématique. Pour le moment, on n'est pas encore Non, mais quand prêt, là, vous allez à New York là, dans 2 jours. C'est le jour et la nuit entre. Honnêtement, entre oui. Paris Moi, et New York. le fait de voyager beaucoup, c'est vrai qu'on voit le visage du pays quand on arrive dès ne serait-ce que l'aéroport, l'accueil du handicap, le regard. Voilà, c'est sûr que dans certains pays, ils sont plus près que nous. Mais en même temps, je me dis qu'il peut y avoir vraiment un engouement général qui fait que on sera prêt aussi sur ce domaine-là, l'accessibilité, qui concerne encore une fois tout le monde. Allez, on va écouter. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi je pense qu'il y a un très bon exemple quand on parle de déplacement, c'est l'aéroport qui est le premier finalement point de contact avec un nouveau pays. Quand Et on le voit, taxi qui vous amène. le taxi aussi, mais quand on voit Et l'humeur du la chauffeur taxi. difficulté à faire enregistrer des bagages, à faire enregistrer des fauteuils de sport, etc. C'est un déterminant important pour faciliter, une fois de plus, j'en reviens, le parcours de la personne en situation de handicap. Allez, on va écouter tout de suite Andrew Parsons. C'est le président du Comité international paralympique. Il a répondu aux questions de France 24. C'était à la mi-journée. Si Paris doit s'inspirer d'une autre ville haute, eh bien, il ne faut pas regarder très loin. Londres, en 2012, Andrew Parsons. Je pense que les Jeux paralympiques de Londres restent toujours la référence en termes de couverture médiatique, d'organisation et surtout la manière dont ces Jeux ont pu transformer la vie des personnes en situation de handicap au Royaume-Uni. Donc oui, Paris peut s'en inspirer, notamment pour tout ce qui concerne la promotion des Paralympiques. Dans quelques semaines, la première session de vente de billets va être ouverte et on aimerait bien sûr que les 2 800 000 billets soient vendus. Mais oui, ce qu'on aimerait, c'est que la participation du public soit la même à Paris qu'à Londres. Voilà, des jeux qui ont changé le cours des choses au Royaume-Uni. Couverture très dense, on s'en souvient de Channel 4, le diffuseur notamment, qui avait permis à 40 millions de Britanniques de suivre ces jeux. C'est aussi le rôle des médias de porter ces Jeux paralympiques. Ah bah c'est plus que le rôle. Hein. On était au championnat du monde de natation, l'Italie, première nation mondiale. Leur argument numéro 1 sur comment ils sont devenus numéro 1, c'est la rail. Parce que toutes les Coupes du Monde, tous les championnats du monde sont diffusés, et donc finalement, la culture de la performance, la culture du paralympisme diffuse dans la société d'une manière large. Donc il y a un enjeu déterminant pour les médias à mettre en lumière ces sportifs qui réalisent des performances, somme toute,
aussi incroyable que n'importe quel sportif de niveau. Et de mettre en lumière des parcours de vie extraordinaires. Oui, je pense que d'ici qu'on ait les Jeux l'année prochaine, il faut aussi montrer les athlètes qui pourront briller, qui sont des chances de médaille, que le public se familiarise avec ces athlètes-là et pour leur donner rendez-vous justement en 2024. Ça, c'est une relation qui doit se construire dès maintenant, à un an des Jeux. Mais alors, la réussite d'un événement, elle est directement liée donc, à la réussite sportive, au nombre de médailles, mais également à la personnalité de ces athlètes. C'est l'un des chantiers, vous pensez, des 12 prochains mois, que ces athlètes-là, on les mette sur le devant de la scène et qu'on dise, voilà, les stars de ces disciplines-là, vous pouvez les aduler. C'est ceux-là, vous pouvez croire en eux, vous les verrez et ils vont performer. Moi, je dis toujours, les stars, c'est les médias qui font les stars de demain. Ouais. C'est bête à dire, mais quand les journaux en parlent, quand la télé en parle, c'est ce qui donne cette starification des sportifs ou des personnalités, quelles qu'elles soient. Et Londres était un très bon exemple. Quand on a la finale du 100 mètres avec Johnny Peacock, et il y a le stade en entier qui crient Peacock, ils ne sont pas juste venus voir un spectacle parce que c'était moins cher que les Jeux Olympiques. Ils sont venus parce qu'il y avait Peacock ou Ellie Simons en natation. Ils connaissaient les sportifs, ils avaient de l'admiration pour leurs performances. Du coup, ils s'étaient intéressés aux performances, intéressés à la concurrence. Donc, ils venaient assister à un spectacle qu'ils comprenaient et sur lesquels ils avaient un challenger de leur pays. Et c'est ça notre enjeu demain. Mais il y avait eu un travail aussi de pédagogie, j'ai l'impression. Bien sûr, pédagogie, bien en amont des Jeux pédagogie sur la classification, pédagogie sur comment ils s'entraînent, sur qui sont ces sportifs, qu'est-ce qu'ils peuvent ambitionner, qu'est-ce qui est une surprise, qu'est-ce qui est une contre-performance aussi, parce qu'on va le découvrir. C'est aussi l'envers du décor. La médiatisation vient avec ces grands moments de gloire et ces grands moments de déception. Et il faut y être préparé. Et ça fait partie justement des champs sur lesquels on prépare les sportifs. Pauline ? Oui, je suis d'accord avec tout ce que dit Samy. Non, mais c'est vrai que les médias sont là aussi pour nous mettre en lumière, nous athlètes, et aussi montrer la réalité, parce qu'on est des sportifs avant tout et qu'on vit les mêmes, je dirais, joies, déceptions qu'un sportif valide. Donc essayer de désacraliser comme si on était des êtres à part entière qui font du sport pour s'amuser. Et je pense... Encore une fois, starifier, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas mettre en avant les athlètes et les faire connaître pour être supportés en 2024. Parce que franchement, moi, je rêve des Jeux de Paris pour être supporté par mon public et pour qu'ils soient au rendez-vous et qu'ils soient vraiment derrière moi. Donc, ça va changer quoi pour vous, justement ? Est-ce que ça ajoute un peu à la pression ou pas d'une athlète ? Oui, tout le monde parle de pression. Alors, bien sûr que c'est une pression parce que c'est la pression de bien faire, mais la pression de bien faire, elle, justement, pour moi, elle donne envie de bien faire et généralement, on fait bien. Moi, je pense que c'est que du bonus d'avoir un public à domicile. On aura le public avec nous. Pour l'avoir vécu à Roland-Garros, pour mon tout premier Roland-Garros, c'est une expérience de dingue. J'ai eu un aperçu de ce que sera Paris 2024 et clairement, en tout cas, moi, ça m'a galvanisé. Donc, je sais que j'ai besoin du public et je donne rendez-vous au public en 2024 pour ça. Et ce sera ma dernière question, concrètement, l'héritage. On n'a pas encore commencé les Jeux, qu'on parle déjà d'héritage, mais l'héritage que devront laisser ces Jeux paralympiques. Je pense que l'héritage, c'est que demain, tous les clubs se disent qu'ils peuvent accueillir des athlètes paralympiques, que tous les coachs se disent « punaise, ça m'intéresse d'entraîner un athlète paralympique » et que toutes les personnes qui, à un moment donné, ont envie de faire du sport se disent que oui, c'est possible. Oui, je dirais pas mieux. Samy me mate les mots de la bouche. Non, clairement, c'est effectivement qu'on arrête de mettre à part entière le parasport et qu'on en parle finalement comme du sport. Et voilà, que ça soit l'ambiance Coupe du Monde à la maison l'année prochaine. Il y a une belle initiative qui a été prise par Paris 2024. C'est le même symbole, en tout cas, pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux Paralympiques, une manière d'unifier cette équipe de France, olympique et paralympique, qu'on soutiendra évidemment à France 24. On vous suivra tout au long de l'année. Pauline, on vous souhaite bonne chance pour l'US Open, donc, qui commence ce week-end pour vous. On croise les doigts pour vous. Et puis, l'info se poursuit sur France 24. Merci de nous avoir rendu visite ce soir.